bonjour à tout le monde. Encore une fois, je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo avec Vincent Tribout et Anne-Hélène Claire. On a le luxe d'avoir les deux en même temps dans le cabinet de Vincent à Paris. Et donc, on se retrouve pour faire une nouvelle vidéo de psychoéducation du TOC. Je précise qu'on a fait une playlist sur des vidéos qu'on a faites avec Vincent qui reprennent largement le livre qu'ils ont coécrit. D'ailleurs, je profite au nom de tous les malades et des personnes concernées par le TOC pour vous remercier pour cet ouvrage de référence que vous avez coécrit avec d'autres personnes. Et donc aujourd'hui, on va faire une vidéo qui, je crois, est assez attendue, qui va traiter de l'anxiété. On sait que c'est une caractéristique dominante dans le TOC, donc ça méritait une vidéo spécifique. Et la première question que je vais vous poser, vous répartirez la parole comme vous voulez, comme vous pouvez, c'est pourquoi est-ce qu'on est anxieux dans le TOC, tout simplement. Alors on est anxieux dans le TOC parce que le TOC est un trouble anxieux. Alors même s'il a changé de place dans le DSM, mais avant il faisait partie des troubles anxieux, c'est que ça fait partie du TOC que de générer de l'anxiété. C'est que la circuiterie du cerveau, moi je l'explique de manière, parce que je ne suis pas psychiatre ni neurologue, j'explique de manière ultra simple, même si c'est faux, c'est que malheureusement la zone de l'anxiété elle est sur le trajet du TOC, quoi. Donc quand le TOC s'allume, il appuie sur cette zone-là et cette zone-là bombarde en même temps, comme dans tous les troubles anxieux, les attaques de panique, la phobie sociale et tout. Donc ça fait partie de toutes ces maladies qui génèrent de l'anxiété. C'est inhérent au diagnostic. Et alors, peut-être que ce qu'on peut dire aussi, c'est que l'anxiété, c'est une émotion normale. Oui, on en a tous, que c'est normal d'être anxieux de temps en temps. Mais que la différence, c'est quand on a un TOC ou un autre trouble anxieux, cette anxiété, elle est trop importante et trop fréquente. Et donc, elle a un impact sur notre qualité de vie. Voilà, tout à fait. et elle se déclenche pour des motifs Qui ne devraient pas déclencher l'anxiété. Et alors, du coup, est-ce que c'est grave, docteur? Et surtout, comment est-ce qu'on la gère, cette anxiété, quand on a un TOC? Alors, on a beaucoup réfléchi, toi et moi, et avec Anne-Hélène, sur comment on allait faire cette vidéo, parce que l'anxiété, il y a tout qui... En fait, le TOC va utiliser 1000 façons pour te piéger. Et la première chose qui est importante, moi je vois quand je reçois les patients, alors il y a des patients qui ont déjà été suivis, des patients qui n'ont jamais été suivis. Quand on leur explique, on fait la psychoéducation, on leur explique ce qui se passe dans le cerveau, le préfrontal, les ganglions de la base, la sérotonine, la dopamine, les facteurs de maintien, l'obsession, qu'on leur explique que tout ça, ça a une cohérence, ça s'appelle le TOC, c'est situé dans le cerveau, et on a peut-être, je sais pas, 40 ans de... Baxter, c'est 84 ? Oui. On a quasiment 40 ans, enfin, même sur les thérapies, c'est fin des années 60, 66, les protocoles sur la thérapie, on a plein d'années de recul, on leur dit, ok, voilà comment ça fonctionne, ils ont compris la tuyauterie, ils disent bingo. Et en fait, au lieu d'être à l'intérieur du TOC, ils se positionnent à côté du TOC. En disant, depuis que j'ai capté que j'avais un TOC, que ça marchait comme ça, qu'il y avait des neurotransmetteurs, qu'il y avait des zones du cerveau qui s'allumaient, qu'elles généraient que des pensées débiles devenaient des pensées horribles, qu'un truc qui était banal se transforme en catastrophe et que je fais des rituels et que ça s'automatise, ils le voient différemment. Et au lieu de dire, je suis angoissé parce que j'ai raison, il dit, je suis angoissé parce que j'ai un TOC. Et ça change complètement ton rapport à l'anxiété. Mais c'est comme quand tu regardes un film d'horreur. Il y a une très grosse différence entre un dinosaure qui débarque, et là je te conseille de partir, et être assis en train de regarder Jurassic Park et tu sais que tu es dans une salle de cinéma. Quand tu es malade, c'est un vrai dinosaure qui débarque. Quand tu fais la psychoéducation, tu es dans une salle de cinéma. Donc cette défocalisation de la psychoéducation est vitale, et on renvoie les gens à la vidéo. Ça c'est le premier point. Pour autant, elle ne fait pas partir, disons que l'angoisse, elle ne va pas partir parce que tu as fait la psychoéducation, mais tu la gères mieux, tu lui donnes une place qui est... Mais ceci dit, rappelle-toi, en 2010-2011, on avait fait un mini protocole. Les patients, après 3 ou 4 séances de psychoéducation, avaient une réduction des symptômes. On n'avait même pas commencé la TCC. On leur avait juste expliqué le cerveau. Le simple fait de savoir que ça s'appelait un TOC, ils se positionnaient différemment, ils le réceptionnaient différemment, ils étaient moins frénétiques dans le rituel, ils accrochaient moins à leurs doutes. Ça, c'était génial. Donc la psychoéducation est une arme pour temporiser, calmer une partie de l'anxiété. C'est le préalable. C'est le préalable de tout. Tu ne peux pas lutter contre quelque chose si tu ne sais pas comment ça s'appelle. Exactement. Comment ça s'appelle, comment ça fonctionne, que c'est pas ta faute. Oui, tout à fait. Parce que ça génère des pensées négatives et finalement ça fait que nous enfoncer, nous donner encore moins d'énergie pour lutter contre le TOC. Donc oui, je pense que ça c'est important. Très bien. De toute façon, la structure de la vidéo, c'est donner des outils, donner des armes pour gérer l'angoisse. Donc le premier, c'est la psychoéducation. On renvoie à la vidéo, mais aussi et surtout à votre livre où c'est expliqué plus en détail. Le deuxième outil, là aussi, c'est la compréhension du doute. Voilà. C'est que tu as fait la psychoéducation, tu as capté que tu avais un TOC, tu es parfois sous médicaments, mais moi je trouve la majorité des patients, ils ont dit, ouais, je sais que j'ai des obsessions, j'ai des rituels, j'ai de l'anxiété, que ça s'appelle le TOC, mais ce que je raconte, c'est pas complètement con. Et en fait, ils mettent systématiquement le doute en dehors de la maladie. Les obsessions, les rituels, l'anxiété, c'est la maladie, mais le doute, c'est pas la maladie.
c'est une vraie logique. Et c'est mon copain le TOC, grâce à lui, j'évite les catastrophes. Tant que le doute est considéré comme extérieur à la maladie, tu ne peux pas avancer. Tu adhères à ton doute. Tu estimes que le « et si » tient la route. Quand tu as compris que le doute est un symptôme et qu'il n'y a pas 3 symptômes, obsession, compulsion, anxiété, mais il y a obsession, compulsion, anxiété et doute, là tu commences à t'en méfier un peu plus. Et c'est pour ça qu'on fait une deuxième psychoéducation, qui est une vidéo aussi sur les techniques pour appréhender le doute, et que le patient se dit, mais en fait, quelle que soit la façon dont je le prends, c'est tout le temps une arnaque. Et si, qui me dit que, puis je change d'obsession, au début j'ai des angoisses sur ma mère, mais je peux tuer ma mère, mais pas mon père, pourquoi je peux pas tuer mon père? Ou alors je vais pousser les gens sous le métro, mais pas les poignarder. Ou alors, après, c'est poignarder, ou je suis pédophile, puis après, je suis homosexuel, puis après, je suis à nouveau pédophile. Et il y a plein de trucs où tu es censé te dire, c'est pas cohérent. Et toute cette incohérence, on va l'utiliser pour que le patient se dise, ok, j'ai compris. Le doute est un symptôme. Et il est jamais factuel, il est jamais pragmatique. Ça fait 1 million de fois que je fais des demi-tours, 1 million de fois que mon TOC me ment. À un moment, il faut résilier son abonnement. Non, et ça, c'est vital pour diminuer l'anxiété. C'est souvent un doute sur le même sujet. Qui revient. C'est ça. Et toujours ça fait, le même doute. Et 500 fois, tu as répondu. Et 500 fois, ton TOC dit, on recommence depuis le début. Si le doute est considéré comme un truc cohérent, c'est mort. Si le doute est considéré comme un symptôme, c'est le deuxième volet de la psychoéducation. Donc, psychoéducation diminue ton rapport à l'anxiété. Tu comprends que le doute est un symptôme, tu continues à diminuer ton rapport à l'anxiété. Et déjà, on diminue. Mais ça suffit pas, j'imagine, puisqu'on a préparé des C'est vidéos. déjà vachement rien. On en a 11 des chapitres aujourd'hui. 11. Donc, une fois qu'on a fait la psychoéducation, de comprendre ce que c'est que l'angoisse, pourquoi, et qu'on a fait ce travail sur le doute, on avait fait un petit jeu de rôle dans une vidéo, c'est aussi expliqué dans le livre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Tu avais parlé du respect des protocoles, qui renvoie à une troisième vidéo. Tout se tient dans notre œuvre. C'est les protocoles par sous-type de TOC. Voilà, c'est qu'on a bien expliqué la contamination. Si tu touches un truc sale et que tu mets tes mains loin de toi, pour ne pas contaminer ton corps, l'anxiété continue. Et ton anxiété peut continuer pendant 8 heures, parce que pendant 8 heures, tes mains sont dangereuses pour ton vêtement. Donc les gens qui font de l'exposition et prévention de la réponse, où ils touchent les mains, et on leur interdit de laver les mains, mais on leur a pas dit de faire la contamination totale, tant qu'ils n'auront pas fait la contamination totale, l'anxiété continuera. Par contre, si tu fais l'anxiété sociale, dans 2 minutes, 5 minutes, la contamination totale. Cheveux, visage, vêtements, c'est fini. Et peut-être, j'insiste, c'est relativement peu pratiqué la contamination totale. On l'a vu au congrès de la FTCC où il y a beaucoup de thérapeutes qui découvraient. Donc aussi message à destination. Alors que c'est le seul protocole validé. Voilà. Aux États-Unis et en Angleterre depuis les années 70. C'est quelque chose depuis longtemps, voilà, c'est ça. C'est le premier protocole, le protocole de FOA qui a été super validé. Elle l'a repris FOA dans les années, mais FOA a dit en 96, arrêtez de faire différemment de ce qu'on vous a dit. Le seul protocole, c'est la contamination totale. Et les patients le disent, quand je suis intégralement contaminé, mon anxiété s'arrête. Et quelques minutes après, ils ne se sentent pas sales, ils se sentent neutres. Par contre, ça peut durer des heures. Tu dis, j'ai serré la main de mon collègue, par contre, je ne veux pas contaminer mon clavier d'ordinateur. Tant que le clavier d'ordinateur ne sera pas contaminé, tout converge vers le clavier d'ordinateur. Donc il faut respecter le protocole. Moi, l'image que je donne, je ne sais pas si tu donnes la même, mais je pense que oui, c'est qu'en fait, c'est un petit peu comme si l'anxiété, c'était le moteur du TOC et qui vous poussait avec cette anxiété à avoir le rituel, à avoir la compulsion. Et donc là, quand on fait la contamination totale des cheveux, du visage, du vêtement, je m'en mets partout, bah finalement, je me retrouve dans l'impossibilité de faire mon rituel. Je peux plus. Là, concrètement, je viens de me contaminer de la tête aux pieds, je peux pas aller prendre ma douche. Mais le cerveau, il n'y a pas de douche. Le cerveau est coincé. Donc du coup, pouf, il n'y a plus d'anxiété, puisque de toute façon, je sais que je ne peux pas avoir le rituel. Mais en revanche, parce que c'est un peu violent, hein, les patients à qui on parle de contamination totale, ça peut paraître inaudible que l'anxiété... C'est la partie de l'anticipation. Ouais. Mais si on revient sur le protocole, ce qui est important, c'est que dans les années 70, 80, 90, tous ces psychologues et ces psychiatres anglais et américains se sont arrachés les cheveux pour essayer de comprendre qu'il y avait certains sous-types qui étaient avant tout de l'exposition, certains sous-types qui étaient avant tout de la prévention de la réponse. Et quand tout ça a été publié, on appelait ça exposition et prévention de la réponse. Et on ne réfléchit plus en termes de sous-types. Nous, quand on a écrit le bouquin qui est sorti en 2012, je crois, on était chez ma grand-mère, tu te rappelles? On était sur la terrasse de ma grand-mère qui nous faisait des petits plats, paix à son âme. Non mais c'était trop bien, elle nous faisait des petits plats. Et nous, on était avec les 2 ordinateurs et on s'arrachait les cheveux. À essayer de comprendre, mais je comprends pas. Pourquoi avec ce patient-là, le décalage, il a marché, avec lui, ça n'a pas marché? Pourquoi avec lui, le laisser couler a marché, avec lui, ça n'a pas marché? Parce que c'était des sous-types différents. Et dès qu'on a capté que les sous-types étaient différents, tout l'organigramme des techniques était devenu une évidence. Un patient qui fait des annulations de pensée, il entend « ma mère va crever ». Il bloque la pensée en disant « non, elle va vivre ». Il retire la tête de sa mère, il met une croix. Et il retient sa respiration. Il a 3 rituels, ton patient.
La thérapie, c'est pas de s'interdire de ritualiser. Il doit maintenir l'image de sa mère, il doit inspirer plutôt que rester en apnée, et il doit répondre « oui, je le veux ». S'il n'a pas les 3 exercices, l'anxiété continue. Et tu as des thérapeutes qui ont dit « ah bah oui, donc vous allez maintenir l'image de votre mère ». Et ils ont zappé la question de la croix. Non, tu dois maintenir les 3. Il y a 3 rituels à l'intérieur du rituel. Si tu ne respectes pas le protocole, l'anxiété mouline. D'où l'importance de faire une bonne analyse fonctionnelle. Voilà. De bien reprendre quel est le scénario, quelle est l'obsession, de bien regarder. Je me rappelle d'un patient comme ça qui faisait une vérification de sa voiture. Vérification, c'est décalage. On l'a dit dans les vidéos. Ça ne marchait pas le décalage. Non, je lui ai dit, c'est quand même dingue. Pourquoi le décalage ne marche pas avec lui? Je lui ai demandé comment vous vérifiez. Il me dit, je vérifie de la gauche vers la droite en faisant un cercle comme ça. J'ai dit, mais vous vérifiez pour calmer le doute? Il me dit, non, je ne vérifie pas pour calmer le doute. Je vérifie parce que je dois faire un arc de cercle avec mon œil. Quasiment comme un toc de symétrie. Et quand j'ai demandé de faire l'arc de cercle de la droite vers la gauche dans l'autre sens, provocation, sabotage, là par hasard ça a sauté. C'était pas un toc de vérification. Donc si on n'a pas capté le sous-type, qu'on ne fait pas l'exercice correctement dans sa totalité, c'est-à-dire je décale la vérification de ma porte mais je tente de me remémorer, c'est pas l'exercice. Je touche avec mes mains mais je ne contamine pas mon corps, c'est pas l'exercice. Si on ne respecte pas l'exercice parce qu'on n'a pas capté le sous-type, parce que le thérapeute a peur, ou que le patient dit moi, je vais le faire à moitié parce que j'ai peur d'être mal. Quand tu fais un exercice à moitié, tu génères que l'angoisse monte et redescend pas. Il faut faire l'exercice tel qu'il est écrit. Sinon, ça ne marche pas. Et d'ailleurs, si on ne se sent pas de faire l'exercice, il vaut mieux le dire à son thérapeute plutôt que de dire oui, oui. Et puis, Voilà. Et du coup, j'en profite de cette partie qui est très intéressante pour faire passer un message aux malades. C'est qu'il faut mieux s'intéresser au mode opératoire du TOC. Ça, c'est un message qu'on a fait passer qu'à la thématique. Parce que souvent, les gens s'arrêtent à la thématique, mais c'est piégeux. Parce que typiquement, dans l'exemple de la voiture, tu pourrais croire que c'est un TOC de vérification. Alors, en fait, c'est plus complexe. D'où l'importance de faire une bonne analyse fonctionnelle, ce qui n'est pas toujours bien fait par beaucoup de thérapeutes. Donc, prendre quelques séances, je ne sais pas combien de temps c'est censé prendre, mais souvent on passe à côté de choses et ça se ressent dans les protocoles qui sont mal faits. Le patient est en échec et il arrête. Ce qui est dommage, parce que souvent, si on démarre mal une thérapie, en tout cas, c'est difficile après de rattraper. Si on a fait un mauvais premier exercice et justement qu'on s'est payé une crise d'angoisse, ou c'est plus dur à rattraper. C'est pour ça quand on parlait de TOC résistant, on avait écrit cette partie sur les TOC résistants, j'ai dit mais attends, il y a les TOC résistants puis il y a les TOC évitants. Il y a des patients qui n'ont pas fait l'exercice, ils ont refusé l'exercice. Donc ils se retrouvent étiquetés patients résistants, ils ne sont pas en échec de thérapie, ils n'ont pas fait l'exercice. Parce que justement, ils ont tellement peur d'être méga angoissés avec la contamination totale qu'ils ne le font pas. Mais s'ils font la contamination totale, ils n'auront pas d'anxiété. C'est la transition parfaite avec l'outil suivant, qui est justement, on récapitule la psychoéducation, le travail sur le doute, le respect des protocoles et le piège de l'anticipation de l'angoisse. Le TOC, il n'est pas con. Le TOC, il va pas te dire « Ah ouais, si tu fais cet exercice, tu iras mieux ». Le TOC, il a envie de rester habité dans ta tête. Comme dit Christophe André, il est là, il est nourri, blanchi, logé, il regarde Canal+, et en plus, tu lui sers à manger. Tant que tu ne le prends pas par la peau du cul pour le foutre dehors, il reste chez toi. Ça, c'est une métaphore de Christophe André de manière générale. Le TOC, il sait très bien que s'il t'envoie une angoisse énorme à la simple idée de faire l'exercice, tu vas te démotiver de faire l'exercice. Moi, je dis toujours aux patients, l'angoisse que vous avez là, quand je suis en train de vous raconter l'exercice, elle est démesurée par rapport à l'angoisse que vous allez réellement avoir pendant l'exercice et à la fin de l'exercice. Parce que le TOC va se dire « Merde, il a osé ». Et surtout, parce que comme tu l'as dit, une fois qu'on est intégralement contaminé, c'est foutu. Et le TOC, il ne va pas pédaler, il va s'arrêter. C'est quand même, il y a aussi une question d'hyper-contrôle. S'interdire de vérifier la porte, le TOC, il n'aime pas. Décaler, il aime bien. Le sabotage, tu fais du sabotage. Tu as le droit de terminer par ton rituel, mais d'abord tu auras saboté, tu ne perds pas complètement le contrôle. Les patients, on ne leur interdit pas de se laver dans notre bouquin. On leur demande de se contaminer. Si après ils ont envie de prendre une douche, qu'ils aillent prendre une douche, moi je m'en fous. Mais au moins qu'ils se contaminent. Avec d'autres thérapeutes, tu as l'interdiction de prendre une douche. Alors, tu te dis, waouh, là par contre je suis vraiment mort. Donc voilà pourquoi on a dit décalage plutôt qu'interdit, douche autorisée, quitte à faire des contaminations. Et là on respecte les protocoles américains où quand tu as le droit de ritualiser, après un exercice, tu es moins angoissé. Donc faites attention, l'angoisse que vous avez quand on vous parle de l'exercice n'est pas l'angoisse que vous aurez quand vous ferez l'exercice. Et quand vous l'aurez terminé, et petit 2, dans le pire des cas, vous avez le droit de ritualiser si ça ne se passe pas bien. On ne vous interdit pas les rituels. Faites notre exercice, et si ça ne marche pas, finissez par un rituel. Vous avez la bouée de sauvetage. Mais la majorité des patients se rendent compte qu'ils n'ont pas envie de finir par un rituel, parce que l'exercice, il fonctionne. Parenthèse sur la contamination totale pour le TOC de contamination, ça arrive qu'il y a des crises de panique en direct. Rarissime. Moi, j'ai jamais eu. C'est rarissime. Moi, ça m'est arrivé une fois.
C'était une gamine en Parce fait que qui ça a avait... été mal fait. Parce que ça a été mal fait. Parce que c'est toi qui l'avais fait. Bah parce que c'est moi qui l'avais fait. En fait, une gamine qui avait 14-15 ans qui avait peur des produits détergents au lycée. Et dès qu'elle voyait la femme de ménage avec les produits détergents, elle était paniquée. Donc elle imaginait qu'il y en avait sur les tables. C'est un fait que les tables étaient lavées. Donc partout, donc déscolarisées. Et quand elle a repris l'école, elle a été OK. Elle a touché le chariot de la femme de ménage. Elle a fait cheveux, visage, vêtements. Et je lui ai bien dit, quand tu rentres à la maison, tu contamines toute la maison. Et elle était OK. Toute la journée, elle était contaminée, peinarde. Donc l'angoisse s'est arrêtée. Elle était contaminée au lycée, c'est foutu. Dès qu'elle arrive à la maison, l'angoisse remonte, tu vas être dangereuse pour ta maison. Et là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle contamine la maison, comme je l'ai demandé, sauf la chambre d'amis. En se disant, comme ça, si tu pètes un câble, tu pourras te doucher et partir dans la chambre d'amis. Qu'est-ce que le cerveau a fait? Il a dit, tu es dangereuse, et toute la maison est dangereuse pour la chambre d'amis. Et elle était sous la douche pendant 1h30, la mère m'envoie un mail, heureusement j'ai lu mes mails, j'appelle la gamine, je lui dis, c'est impossible que tu sois angoissée. Qu'est-ce que tu as fait? Elle me dit, j'ai fait tout ce qu'on m'a dit. Je dis, non, qu'est-ce que tu as fait? Bah là, je termine ma douche, et après j'irai dans la chambre d'amis que j'ai laissée propre. Je dis, bingo, la chambre d'amis provoque que l'angoisse ne redescend pas. Est-ce que tu peux te dépêcher de prendre tes vêtements du jour et contaminer la chambre d'amis? Elle s'est dépêchée de le faire, elle me dit, ah ça y est, l'angoisse redescend. Elle n'a donc pas respecté le protocole. Voilà. Et heureusement d'ailleurs qu'on comprend Parce pourquoi. que du coup, on ne se retrouvait pas dans l'impossibilité matérielle Exactement. de faire le rituel. Il y avait toujours une petite ouverture et le TOC n'est pas fou. Il sent la faille et il se Et dit, oh là il là, profite, c'est ça que bien je sûr. veux. Et donc, il envoie de l'anxiété pour avoir... Et c'est important pour nous parce que pourquoi une technique marcherait et subitement elle ne marcherait plus? Pourquoi une technique marcherait sur un patient sur deux? Non, la technique elle est censée marcher. Si elle ne marche pas, soit il y a une comorbidité, soit le traitement médicamenteux n'est pas bon, soit on n'a pas capté le sous-type, soit le patient n'a pas suivi le protocole parce qu'il avait Il n'a peur. pas compris, Il n'a ou pas il compris, avait il avait peur de se peur, sentir ouais. piégé. Mais en tout cas, tu vois, c'est la seule dont je me rappelle en 19 ans et elle n'avait pas respecté le protocole. Moi, j'ai jamais eu. J'ai eu beaucoup de patients qui ont longtemps attendu avant de se lancer. Ça, oui. Longtemps. On doit vraiment les rassurer. Et souvent, moi, je commence par d'autres petits exercices qui sont peut-être plus faciles. Et je leur montre par A plus B que finalement, l'anxiété qu'ils estimaient, elle était plus importante qu'au moment de faire l'exercice. Je dis, vous voyez, là, ça va être pareil. Et donc ça encourage et au bout d'un moment, ils arrivent à se lancer. C'est plutôt ça qu'on voit. Et puis il ne faut pas oublier, dans la vidéo de la contamination, on l'a dit, on ne nous demande pas de contaminer son corps et toute la baraque. On commence par être contaminé dehors, Oui, c'est progressif. puis se décontaminer, puis on contamine la maison sauf la chambre et on se décontamine. Oui. Et on commence, on n'est pas obligé de commencer par la poubelle. Si on veut déjà Tout commencer est par négociable. l'imprimante. Tout est négociable. Voilà. Non, mais ça rassure. On commence- Ouais. Elle est progressive en difficulté, Ouais. mais elle est totale dans la situation où on est. Ouais, bien La sûr. situation extérieure. L'extérieur, c'est pas la maison. Le salon, c'est pas la chambre. Mais il faut que ça soit toute la maison, sauf la chambre. Pour qu'on déplace la douche au fur et à mesure. On renvoie les gens vers la vidéo. On renvoie. Mais il faut que le protocole soit ultra carré. On ne donne pas des exercices pour faire chier les gens. On donne des exercices pour être sûr de guérir. Et le but, si c'est bien fait. Moi, je n'ai jamais eu un patient qui m'a dit il m'a fallu 3 jours pour redescendre. Il m'a fallu 3 heures pour redescendre. Quand le protocole il est fait correctement, ça redescend tout de suite. Donc bien comprendre ça, pour clore ce 4e outil, c'est que l'angoisse, elle est essentiellement anticipatoire et que quand on suit le protocole, point précédent, ça se passe bien. Et finalement, Le cerveau n'a aucune plus-value à ce que tu ailles. Ouais, je vais y aller. Le cerveau se dit merde, s'il fait ça, je suis foutu. Donc il va te bourrer le crâne. Malheur à toi. Alors, point suivant, on en a un petit peu, on l'a effleuré, c'est qu'est-ce que vous faites avec les patients qui ont une incertitude, une intolérance forte à l'angoisse? Alors ça, c'est tout ce qu'on appelle la thérapie ACT, qui date des années 80 de Stephen Hayes, qui a dit... On en a un petit peu On en parlé a parlé un dans petit une peu. vidéo, mais pas... C'est vachement bien la thérapie ACT, c'est la 3e vague, donc on a les TCC, la thérapie comportementale, 1re vague, thérapie cognitive, 2e vague, et ACT et pleine conscience, 3e vague, où ces gens-là disent quoi? Ils disent, vous avez une maladie, et vous la prenez en grippe, votre maladie. Mais c'est comme quand tu as des acouphènes, et tu dis à quelqu'un, sur une échelle de 0 à 10, vous l'entendez à combien votre acouphène, et comment elle vous énerve? Je l'entends à 5, mon énervement c'est 9. L'acouphène, elle est à 5, ton énervement est à 9. Tu ne tapes pas 5, tu tapes 14. Ok? Et moi, il y avait une patiente qui m'avait dit il y a très longtemps, elle m'a dit j'ai l'impression que 50% de ma maladie c'est les TOC, et 50% de ma maladie c'est mon côté épidermique. Je ne supporte plus ma maladie. C'est-à-dire qu'elle me dit je me jette comme une bourrine dans les rituels. Et moi, je dis souvent cette métaphore de se faire racketter. Il y a quelqu'un qui te rackette, qui te demande ton portefeuille, et tu lui donnes ton portefeuille, ta chaîne de baptême, tes pompes, ta ceinture et tes clés de bagnole. Tellement tu as peur de te prendre un coup de couteau. Et le mec, il est là, il fait bon, ok. Merci. Il t'avait juste demandé ton portefeuille. Et moi, je trouve qu'il y a beaucoup de patients, énormément de patients, surtout quand ils ont une comorbidité, trouble panique ou dépression, où ils se jettent dans les lavages de mains. Je le voyais ici.
Le patient, il était devant moi, il se lave les mains, il savonne, il rince, il dirige ses mains pour les essuyer, il revient sur le robinet. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, c'est pour l'angoisse. Je dis, excusez-moi, vous n'avez pas eu le temps d'être angoissé. Vous avez rincé vos mains, il s'est écoulé 3 secondes. Pas 3 minutes, ni 30 minutes, ni 3 heures. Vous n'avez pas essuyé vos mains et vous n'êtes pas revenu dans mon bureau. Et là, vous avez souffert. Vous n'avez même pas le temps de dire ouf que vous avez fait un deuxième, un troisième et un quatrième lavage. Ne me dites pas que vous avez une résistance à l'anxiété. Et du coup, on ne sait plus quelle est la part de la maladie et quelle est la part de je ne supporte pas ma maladie. Et à force d'années, j'ai abdiqué, évitement à fond, rituel à fond. Et tout ce côté épidermique, je le retrouve chez un gros pourcentage de patients. Et quand je leur dis, je l'ai encore vu là au mois de juillet, un patient ultra déprimé, obsession ultra violente, pensée suicidaire, 8 heures de TOC par jour, incapable de bosser, je lui ai expliqué la psychoéducation et je dis, soyez pas trop bourrin, soyez pas trop frénétique dans les rituels. Je l'ai revu la semaine d'après, il est passé de 8 heures à 3 heures. 3 heures. Il y a la psychoéducation et il a dit très clairement, je suis bourrin, je suis jusqu'au boutiste. Tant qu'il y a le plus petit doute, j'y vais comme un bourrin. Là, il a commencé à dire, oh, calmos, tranquille, je ne suis pas un chien qu'on siffle, mon TOC n'a pas décidé de ma journée, je vais laisser un peu poireauter, je vais décaler. Putain, 8 heures, passage à 3 heures en une semaine. Son vrai TOC, c'est 3 heures. Sa partie frénétique, c'est 5 heures. Ce patient a donc 30% de TOC, 70% d'allergie à sa maladie. Et ça, c'est important de faire très attention. Quand on ne supporte pas quelque chose, on devient omnubilé. Ça, c'est le gros classique des acouphènes, c'est le classique de l'arthrose, c'est le classique des douleurs, c'est le classique de plein de choses. Quand tu ne supportes pas quelque chose, tu as les oreilles qui décuplent. Et quand on n'aime pas l'angoisse, alors là, le cerveau, c'est du pain béni pour lui. Et du coup, ça se traite en pointant le doigt là-dessus, en prenant conscience et dire juste, lavez-vous les mains quand vous vous sentez vraiment angoissé. Je leur dis sur une échelle de 0 à 10, quand vous êtes à 4, prenez un peu sur vous, faites vos exercices. Mais un décalage de 3 secondes, c'est pas un décalage de 10 minutes ou 15 minutes ou 30 minutes. Quelqu'un dit, ah, moi je peux pas attendre 5 secondes. Non, c'est pas vrai. Vous pouvez attendre même 5 minutes. Pour voir ce qui se passe dans le bide. Est-ce que le TOC n'est pas en train de nous mentir? Ça fait combien de temps qu'on n'a pas vu ce qui se passe réellement dans le bide quand on tient un petit peu de tête? Je suis d'accord. T'es d'accord? Non, mais j'utilise pas tout à fait les mêmes métaphores, mais on est sur le même concept en fait. C'est vraiment, moi, ce que je dis, c'est on ne se jette pas sur les rituels. Attendez qu'on vous le demande. Ça revient à l'histoire du portefeuille. Hein. On ne donne pas ses clés de voiture, on attend qu'on les demande. Au moins ça. Au moins attendez que l'anxiété arrive. Attendez que l'anxiété arrive, attendez que le TOC arrive avec son obsession et l'anxiété qui est associée. Et on ne se jette pas comme ça sur les rituels parce que c'est la meilleure façon de les renforcer, de renforcer le TOC à long terme. Donc c'est vrai que ça, c'est important de tolérer cette petite montée d'angoisse. Et puis petit à petit d'arriver à la combattre de plus en plus. Mais ça, c'est la suite de la thérapie. Je me rappelle, il y a très longtemps, c'était en 2009, c'était un patient, il avait peur d'être mal éduqué. Il était tout jeune, il avait 14-15 ans, il s'assoit dans mon canapé, puis il se relève, il me dit, est-ce que je peux m'asseoir? Je dis, oui, tu peux t'asseoir. Et il se relève et il fait, est-ce que je peux m'asseoir? 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 Plus de 100 fois. Parce qu'en fait, son doute est tellement violent qu'il doit aller au-delà de 100. Puis après, il s'est rassis. Je lui dis, sinon, ma réponse t'intéresse ou tu t'en bats les couilles? Et mon gars fait, quoi? Je dis, j'ai l'impression que tu t'en bats les couilles en fait. Il dit, non, en fait, je dois aller pas plus de 100. Je dis, donc tu t'en fous de ma réponse. Il veut aller, il est tellement angoissé, il ne réfléchit plus. Il est passé en quelques mois de répéter 10 fois, 40 fois, 50 fois. Après, je ne sais pas pourquoi il n'a plus aimé le chiffre 6, donc il n'a plus aimé le chiffre 60. Donc il devait aller au-delà de 100. Je lui dis, t'en as rien à foutre de ma réponse. Il me dit, non, je veux juste... Je lui dis, t'en as rien à foutre de ma réponse. Mais comme quand il claquait la porte, bla 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 bla, jusqu'à être débarrassé. Je dis, tu veux vraiment fermer la porte ou tu veux te débarrasser de tes symptômes? Il m'a dit, non, je veux juste être peinard. Donc il y a un côté épidermique en plus. Comment, attends, 115 fois il devait monter à poser la question. Moi j'entendais. T'as rien à foutre de ma réponse. Non, mais vrai travail et vraie vigilance sur cette intolérance à l'anxiété, qui était donc, si je me souviens, notre 5e point. 6e point qui est fondamental. On en parle de plus en plus, notamment grâce aux vidéos qu'on fait. L'accommodation familiale, la participation de la famille au rituel. C'est un gros sujet, je vous laisse développer. Quand tu as un patient et que malgré tous tes efforts, il n'y a rien qui fonctionne, souvent, quand tu demandes à la famille de venir, bah la famille te dit des trucs. Mais tu lui as pas dit que tu nous téléphonais 4 fois par jour, tu ne lui as pas dit que tu nous faisais acheter les trucs de gel hydroalcoolique. Très souvent. Voilà. Et le patient, il se décompose un peu parce qu'il dit, oh putain, je voulais surtout pas que le thérapeute soit au courant. Parce que le patient a peur qu'on lui dise, bah non, c'est fini. Et moi, je me rappelle d'un patient comme ça, il n'arrivait pas à guérir, il faisait des vérifications, il avait même cambriolé la baraque du voisin pour vérifier s'il ne l'avait pas tué dans son sommeil. Il n'avait pas de pouvoir poignarder. Et en pleine nuit, il a eu une obsession, il s'est introduit chez le voisin pour vérifier qu'il dormait bien. Et en fait, je ne comprenais pas pourquoi ce patient-là guérissait pas.
il se donnait le droit d'arriver en retard au boulot, il se donnait le droit de demander à sa femme de l'aider, il se donnait le droit d'avoir... toute sa vie était organisée parce qu'il ne voulait pas être mal. Moi je dis, vous savez, si votre vie réelle a explosé devant votre refus d'être mal, c'est open bar. Et quand sa femme a commencé à lui dire, bah non, désolé, je ne participe plus, et moi, désolé, il y a un respect de la famille, des enfants, de ton boulot, ah bah tiens, les tocs ont commencé à diminuer. Et c'est pas qu'il luttait mieux, c'est qu'il sentait dans son corps que l'angoisse était plus faible. À partir du moment où la famille dit oui, le cerveau commence à réfléchir à des nouveaux moyens, et il augmente la puissance de l'angoisse. Donc, traitement, être extrêmement vigilant à la place de l'entourage, contrat comportemental, là aussi on pourrait renvoyer vers une vidéo spécifique qu'on avait faite. Qui souvent pense bien faire. Hein. Oui, mais ils pensent toujours bien faire. Souvent il faut le dire, c'est fait parce qu'on pense aider l'autre, et en fait on n'aide pas la personne, on aide son TOC. Mais... Donc le cerveau, il ne faut pas confondre. Donc j'en ai marre d'être anxieux, je demande à ma femme d'intervenir, c'est cohérent. Je suis la femme, je vois que mon mari souffre, je l'aide, c'est cohérent. Le cerveau, dans sa circuiterie, dit je vais pouvoir augmenter ma puissance de tir, il augmente l'anxiété. Le cerveau, il n'est pas con. Le cerveau n'est pas con, il bouffe à tous les râteliers. Donc, 6e point, vigilance sur la participation de l'entourage et en particulier de la famille. Autre point qu'on est obligé de mentionner, qui peut arriver, c'est les événements de la vie, ce qu'on a appelé en préparant les stress extérieurs. Ouais. Bah, les stress extérieurs, c'est tu as une fuite, c'est très con, mais tu as une fuite, bah, ça te stresse. Tu as un problème bancaire, tu as un enfant qui est malade, tu as des problèmes au travail, tu as une voiture qui ne marche pas, tu as un proche qui a un cancer. Tout ça, c'est tellement stressant pour le commun des mortels que ton cerveau, toc, bah, il va avaler le stress, il va décupler les tocs. Et là, tu peux faire tout ce que tu veux, tant que ce stresseur à côté n'aura pas été réglé, nous, en thérapie, on n'y arrive pas. Mais tout comme me disait un copain qui est médecin, il me disait hier, parfois il y a des patients, tu les reçois, leur vie réelle est tellement compliquée, enfin avoir des tocs c'est une vie réelle, mais leur quotidien familial, financier, professionnel est tellement compliqué que là tout de suite, leur demande de psychiatrique, elle est pas, c'est pas le moment. D'abord on doit prendre un avocat, on doit aller voir les syndicats, on doit régler le problème de cancer, on doit faire des trucs, et quand ce problème sera réglé, les tocs seront plus calmes et nous on pourra bosser. Donc concrètement, vous, dans votre pratique, c'est quand vous prenez conscience qu'il y a des facteurs extérieurs qui rendent le travail impossible, qu'est-ce que vous faites? Vous dites, écoutez, là, vous prenez acte que c'est pas le moment. Moi, je laisse. Je pense qu'il faut en tenir compte, déjà, ça c'est important, parce que quelquefois, alors plus les patients que les psys ont ce biais de dire « Ah mais je viens chez vous pour les TOC, donc du coup je parle que des TOC ». Ben non, en fait, c'est à quel point le contexte est aussi important. Et je dirais que ces événements-là, on les gère aussi en thérapie. C'est-à-dire, comme dit Vincent, on hiérarchise des problèmes, on va essayer de les résoudre point par point, peut-être les découper en petits bouts pour essayer de ne pas rester parfois dans le blocage. Donc on va aussi utiliser des techniques de TCC pour résoudre ces problèmes-là et ensuite nous permettre d'accéder vraiment à la thérapie anti-TOC qui, il faut dire, demande beaucoup d'énergie. Et cette énergie-là, si je la mets dans résoudre mes problèmes de plombier et mon mari qui me fait chier et je sais pas quoi, du coup j'ai pas assez d'énergie moi pour faire mes expositions. Et le docteur Antouche dit quelque chose qui est intéressant, d'y avoir un TOC, c'est avoir 3 CDI. Le premier CDI, c'est d'être abreuvé par les obsessions. Le deuxième CDI, c'est de compulser pour avoir la paix. Et faire la thérapie, c'est un 3e CDI. Et tout ça dans ta semaine, avec ton boulot, tes gosses, ton ménage et compagnie. Où est-ce que tu insères la thérapie? Quand je vois, par exemple, dans le protocole de thérapie, c'est 15 séances, toutes les semaines, avec des exercices tous les jours. Moi, je faisais ça en 2005. Ça fait très longtemps que j'ai abandonné la thérapie toutes les semaines. Je fais toutes les... Alors au début, psychoéducation, tout ça, on resserre. Et après, j'aime bien voir les patients toutes les 2 à 3 semaines parce qu'ils ont une vie à côté. Et puis en plus, on coûte cher. Donc, tu te dis, le protocole de Cotreau, de Bouvard et compagnie, c'est bien gentil. Pour pouvoir faire des études standardisées, il faut que tous les protocoles se ressemblent, sinon on ne peut pas les comparer. Mais les patients ne peuvent pas toutes les semaines. La semaine, ça passe super vite. Puis en vrai, tu t'adaptes. Ça dépend des patients. Oui, il y a des patients avec des moments. Mais il y en a, ils te disent, j'ai même pas eu le temps. Je vous ai vu quand? Il y a 3 jours? Non, il y a une semaine. Putain, ça a été vite. Ouais, c'est ça. Il faut insérer la thérapie du TOC. Tenir compte du contexte. Autre élément de contexte, qui est un élément de complication, de comorbidité, c'est quand le TOC s'accompagne d'une dépression. Cas difficile, fréquent, quand on passe, ou quand on a peur d'être pédophile ou qu'on passe 10 heures par jour à faire sa rituel, il peut arriver qu'on ait une dépression. Et là, qu'est-ce qui se passe quand, La dépression augmente mécaniquement l'anxiété. Dès le réveil, tu ouvres les yeux à la simple idée de la journée qui va te tomber dessus, déjà tu as de l'angoisse. La dépression bloque la TCC, c'est que le neurone n'avale pas la TCC. Et ça fout tout le bordel dans le traitement médicamenteux. Et donc, hop,
À ton tour. Alors, Je pense que déjà, vas-y. Ah, Il y aura une question qui va arriver. je pense que déjà c'est hyper important de diagnostiquer la dépression parce qu'il ne faut pas oublier que dans la dépression il y a quand même un risque vital, c'est que voilà, on aimerait bien que nos patients se suicident pas, hein, donc du coup il faut absolument dépister ça. Et à ce moment-là, réagir de façon totalement différente qu'une TCC anti-TOC. Là, on est sur la conduite à risque en cas de risque suicidaire. Enfin, Du coup, c'est quand il y a TOC et dépression, c'est la dépression qu'on traite en premier. Qui Sinon, prime. on peut Parce rien- que ça on peut bloque rien tout. faire. Ça bloque bloque purement et c'est dangereux, simplement la c'est grave. Et que c'est dangereux. Et que c'est Bah, le TOC, Non. il gonfle, les ressources du patient diminuent, et je leur dis, votre table que vous soulevez qui pèse 15 kg, ce jour-là, elle pèse 40 Ouais. kg. Et vos muscles ne fonctionnent plus. On ne peut plus faire de TCC. Donc c'est vrai que je pense qu'il faut prendre en charge la dépression, ça absolument. Il ne faut pas hésiter non plus à le dire à son médecin qu'on a des pensées suicidaires, qu'on n'arrive plus à faire les exercices, à son psychologue. Enfin voilà, il ne faut pas hésiter à dire ces choses-là. Après, oui, là, la question d'un traitement médicamenteux va se poser certainement. Alors, on a aussi des outils en TCC qui vont nous aider pour traiter la dépression. Mais c'est vrai que là, si on commence à avoir un TOC plus une dépression, on a quand même plus envie d'encourager à prendre un traitement médicamenteux. Bien sûr. Et là, on a de la chance parce que les traitements antidépresseurs sont aussi anti-TOC. C'est-à-dire que c'est les mêmes molécules qui vont à la fois traiter les symptômes dépressifs et nos TOC. Et pas même dose, c'est ça. Et C'est paradoxalement, c'est la dose qu'on donne pour les TOC est plus importante Oui. que celle qu'on donne pour la dépression. Pourquoi paradoxalement Mais je trouve que c'est pas intuitif. Ah Que ouais la dépression est plus. C'est quoi cette grave. contestation là Je crois que C'est plus... Non. Mais ça, c'est intéressant parce que parfois, on a cette idée de dire ah bah si c'est plus grave, il faut plus. Pas forcément. Eh ben, c'est bien de Ouais. le dire. Si, je suis d'accord avec lui, c'est complètement contre-intuitif qu'un TOC demande plus de doses qu'une dépression. Tu vois Bah voilà. Bah ouais. Donc en fait, je vais vous dire que dans le TOC, non seulement il faut une dose plus importante que dans la dépression, mais en plus il va falloir la garder plus longtemps pour que ça marche. Donc c'est 2 fois plus. Voilà. C'est 2 fois plus. Plus fort, plus longtemps. Et donc oui, on va donner les mêmes médicaments, des antidépresseurs qui vont agir sur la sérotonine et on va les donner à des doses beaucoup plus importantes si on veut que ça marche sur les TOC et donc sur aussi notre anxiété qui est liée au TOC. Et il va falloir attendre pour voir les premiers effets. Attendre, ça peut être parfois 2 mois. On renvoie Voilà. la vidéo qu'on avait faite avec Luc Mallet. Voilà, on qui dit explique un peu. très bien ça. Donc il va falloir attendre pour que ça marche. Bon, il faut le savoir. Question un peu naïve que j'ai envie de te poser, je profite que tu sois là pour avoir ce volet un peu plus psychiatrie. C'est, puisqu'on parle d'angoisse, pourquoi pas donner tout simplement des anxiolytiques? Alors ça, non. Je pose la question Alors, volontairement. Ouais, d'ailleurs, non, mais mais, mais c'est hyper intéressant parce que déjà, premièrement, c'est ce que les patients demandent. Et ça, on renvoie à ce dont on parlait sur les patients qui sont vraiment allergiques à l'anxiété et qui ne tolèrent pas l'angoisse. Et c'est vrai qu'il y a ce côté où on a cette émotion désagréable, on veut s'en débarrasser le plus rapidement possible. Et une façon de s'en débarrasser, c'est soit de faire les rituels tout de suite, et voilà, soit aussi de prendre un anxiolytique. Et l'anxiolytique, il a ce côté qui est aussi avantageux, c'est qu'il fait diminuer l'angoisse très rapidement. Donc ça, c'est pas des médicaments qu'il faut jeter à la poubelle, ils sont bien si on est dans un état de crise. C'est-à-dire que si moi j'ai besoin d'être sédatée, d'avoir une diminution de mon angoisse parce que j'ai envie de me suicider, de me jeter par la fenêtre, oui, je suis à l'hôpital, on me donne des anxiolytiques, c'est normal. Par contre, c'est pas un traitement qui va être efficace sur le TOC. Et au contraire, j'allais dire. Parce que en faisant cette diminution rapide de l'anxiété, on empêche le phénomène d'habituation, c'est-à-dire le fait qu'on va arriver à tolérer de plus en plus cette anxiété, qui est quand même l'objectif de la thérapie. Et donc, si on empêche ça, c'est quand même dommage. Mais il y a ce côté très tentant de dire, sur le moment, ça diminue l'angoisse, mais à long terme, ça nourrit le TOC. Il y a des phénomènes de rebond chez Et- certains patients aussi. Alors, il y a non seulement un phénomène de rebond, il y a un phénomène d'addiction, c'est-à-dire qu'on va devenir de plus en plus accro à ces médicaments si on les prend sur du long terme, sur plusieurs mois. Donc ça, on rajoute un problème. Là, on va rajouter un problème qu'on avait déjà. Et il y a des personnes qui développent de vraies addictions, notamment aux benzodiazépines, cette famille d'anxiolytiques. Et il y a cet effet rebond, puisque comme j'ai ce même principe que l'alcool, si déjà il faut augmenter les doses pour avoir le même effet,
Et puis, bah, si j'arrête du jour au lendemain de picoler, bah, je vais pas être dans un bel état. Donc, c'est le même principe. Donc, non, les anxiolytiques ne sont pas un traitement du TOC. Par contre, ça peut être des traitements très ponctuels, sur des durées très courtes, de crise importante. D'accord. Donc c'est vraiment, on reste sur les ISRS qu'il faut calibrer, Oui. tout ce que tu expliques. Sur lesquels il n'y a pas de dépendance. Pour ça, Ouais. les patients se Non. trompent entre anxiolytiques et Ouais, antidépresseurs. Il n'y a pas de Il n'y a pas de dépendance. dépendance, il n'y a pas d'accoutumance, ça ne change pas la personnalité, ça n'a rien à voir avec les neuroleptiques ou les anxiolytiques. Et alors Non. précisément, merci Vincent de faire la transition. Pourquoi est-ce que parfois il y a des neuroleptiques qui sont donnés à des patients TOC? Oui. Alors, ça arrive effectivement de temps en temps. C'est pas ce qu'on donne en premier, mais ça peut être des médicaments qui viennent pas seuls, mais en association avec les antidépresseurs. Et justement, là, le rôle des neuroleptiques, ça va être de booster, de potentialiser cet effet des antidépresseurs. Alors, on donne des neuroleptiques qu'on appelle aussi parfois antipsychotiques. C'est pas parce qu'on est psychotique, Non, c'est c'est pas vrai. parce qu'on Ouais. est schizophrène. Ah oui, mais parce que les patients peuvent Bah, se ils lisent poser la des notice. questions. Voilà. Parfois aussi. Et là, sur la notice, ils disent « Ah, mais celui-là, je ne l'ai pas pris parce qu'il y avait marqué schizophrène et moi, je ne suis pas schizophrène. » Donc, c'est pas parce qu'un médicament a un nom en particulier qu'il est que pour cette maladie-là. On le voit avec les antidépresseurs, le professeur Mallet le disait, c'est aussi des anti-TOC ou des anti-obsessionnels. Donc, ces neuroleptiques, on va les donner dans le TOC, mais là, pour le coup, on est sur des petites doses. D'accord. Et c'est pour potentialiser, c'est pas le neuroleptique en lui-même, c'est parce qu'il va potentialiser. C'est pas parce qu'on est délirant. Ouais. C'est pas parce qu'on a perdu la raison qu'on est fou ou qu'on est schizophrène ou que voilà. C'est vraiment pour avoir une meilleure efficacité sur le TOC. Mieux qu'avec les antidépresseurs. Encore mieux. On va donner un coup de boost à nos antidépresseurs pour être encore plus efficace sur le TOC. Et donc, Et avoir un moment donc d'anxiété. diminuer l'anxiété. Parce qu'on aura diminué le TOC. D'accord, ouais, c'est bien d'avoir fait ces rappels, parce qu'en effet, parfois les gens ne comprennent pas pourquoi on leur donne des antipsychotiques Oui. et ils disent en fait, on m'a pas dit la vérité, le diagnostic est pas bon, on ne veut pas me dire que je suis schizophrène. Donc merci pour ces rappels. Est-ce que vous voulez le mot J'ai un de la dernier fin? point, un truc qu'on a complètement zappé. Il y a parfois des patients qui vont très bien, ils ont cartonné en thérapie, ils sont stables, ils ont quasiment plus de TOC, puis d'un seul coup, ils s'effondrent. Il n'y a pas d'alcool, il n'y a pas de drogue, il ne s'est rien passé dans leur vie, il n'y a pas d'arrêt de traitement. Par contre, ils sont passés d'un générique à un autre. Et en changeant de boîte, ils se cassent la gueule d'un seul coup avec un retour de TOC avec des éléments dépressifs. Et ça, quand un patient est stable et que subitement il se casse la gueule, c'est intéressant de voir s'ils n'ont pas changé de boîte. Parfois, ils ont changé de pharmacie, parfois la pharmacie a changé de stock, et c'est le même nom du médicament, mais tout en bas, c'est pas le même labo. Et ça, malheureusement, je commence à voir ça de plus en plus. Parfois, la thyroïde qui déconne. Une dame qui était stable, puis d'un seul coup, 50 ans, elle explose d'un seul coup. Bah, le médecin a demandé un test de thyroïde, elle avait pété la thyroïde. Et là, subitement, tu vois, et ça, c'est pas rare. Ça, pour la thyroïde, ça a été montré. Ça, c'est pas rare. Donc, en 12e point, attention au passage d'une boîte à une autre. Et attention à la thyroïde qui peut subitement aussi s'effondrer sans raison, ou les patientes qui commencent en préménopause. Alors c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais il peut y avoir aussi d'autres causes de l'anxiété. Hein, mais, Bon, il y en a plein. Bon, en tout cas, c'était bien de faire cette vidéo de psychoéducation. Merci à tous les deux, plus globalement pour tout ce que vous faites pour les patients TOC. Et j'étais très content de profiter de la Merci présence à toi. d'Anne-Hélène Ouais. à Paris pour faire cette mise au point. Merci beaucoup. Tu viens plus. Merci.